Mesdames et messieurs, avant l'apéro, nous allons écouter encore une présentation. Il s'agit du stress hydrique, mais cette fois-ci du point de vue de l'azote, de la gestion du sol notamment. Et je suis heureux de pouvoir accueillir le professeur docteur Ottmar Leunertz de l'Université technique de Geisenheim, qui est disponible pour nous faire une présentation. Je lui cède la parole. Merci. Bonjour. Je me réjouis de pouvoir faire cette présentation. Gestion de l'irrigation, gestion de l'azote. Il me faudrait juste afficher ma présentation. Le sujet a été cité, la gestion de l'irrigation et la gestion de l'azote. Alors, dans le secteur viticole, il faut faire la distinction entre la chaleur et la sécheresse. Alors, en allemand, on peut dire que la qualité vient de Quellen, qui veut dire souffrir. Alors, est-ce qu'un stress modéré serait positif? Dans le secteur agricole, c'est assez clair. Le lien entre eau et récolte, mais pour le secteur viticole, c'est un peu plus complexe. Il faut éviter absolument ceci, des dégâts liés à la sécheresse sur plusieurs mois, surtout. Donc, surtout si la vigne commence à perdre ses feuilles, il y a un problème qui se posera au niveau de la photosynthèse. Il faut éviter tout cela, c'est évident. Et il est à craindre que dans les mois, les années à venir, des images comme celle-ci se multiplieront. Ici, vous voyez une image du Rhin en novembre 2018, mais j'aurais pu montrer des images pour 2013, 2015. C'est tout de même un fleuve immense. Et ici, il y a eu une sécheresse en novembre 2018. La situation s'est rétablie entre-temps. Mais tout de même, ce genre de situation va se multiplier à l'avenir. Alors, changement climatique, oui, la température va continuer à augmenter, la sécheresse également. Il nous faut des mesures urgentes pour pouvoir agir au niveau de l'eau. Par exemple, gestion des sols, gestion de l'écologisation, irrigation. Et tout cela, lié à la question de l'eau et la question de l'azote. Si vous avez une pénurie d'eau, vous aurez également une pénurie d'azote. Et au plus tard, à ce moment-là, il y aura une perte de qualité, des effets sur la fermentation, surtout pour les vins rouges. Et puis la teneur en azote assimilable par les levures. Donc là aussi, il risque d'y avoir des conséquences. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est évident. Et là, il y a une certaine prise de conscience qui se fait. Si les températures sont plus élevées, par exemple plus de degrés, si l'on regarde les dates clés dans le secteur viticole, en fait, ces températures sont déjà plus élevées que cela. Si la température de l'air est élevée, il y a surtout une augmentation de la température du sol et donc une évaporation plus importante et des situations extrêmes pour ce qui est de l'eau. Alors, une sécheresse, surtout en période estivale, nous l'avons constaté sur plusieurs années, donc nous devons constater que la sécheresse augmente en été. Le début de la végétation se fait plus tôt. Ici, en rouge, vous voyez certains éléments. La floraison se fait plus tôt, la maturité également, les températures plus élevées au moment de la maturité, et donc la récolte se fait plus tôt. Donc, la période de végétation est plus courte et se fait plus tôt. Et donc, il y a donc des modifications, que ce soit du bourgeonnement jusqu'au vendange. Cette période est raccourcie de 3, 4, 5 semaines comparée à il y a encore 30, 40, 50 ans. Donc les conditions cadres climatiques sont
différentes. Les conditions cadres juridiques sont différentes également. Il y a maintenant la directive européenne, la directive cadre européenne sur l'eau. Et en Allemagne, nous avons un nouveau règlement concernant les engrais. Et peut-être que pour la Moselle, oui, il y a des questions similaires. Alors, les conditions du site, ces conditions-là, elles sont données. Le climat, les précipitations, les températures, le sol, le type de sol. Nous devons voir si nous pouvons améliorer la capacité de rétention de l'eau. Alors, plus il y a de l'eau tout au long de l'année, plus cela constitue un avantage. Quelles sont les possibilités d'influence? Augmenter l'infiltration. Alors, améliorer la quantité d'eau qui peut percoler dans le sol. Alors, je pense à la région de la Moselle, à la situation des coteaux. Pouvons-nous améliorer la capacité de stockage? Là, il s'agit de l'eau qui serait disponible pour les plantes. Autre possibilité, minimiser l'évaporation. Là, il y a plusieurs possibilités. Et si la température du sol augmente, l'évaporation potentielle augmente également. Vous voyez ici un autre terme, la transpiration, le système de feuillage. Combien de feuilles avons-nous besoin par vigne? Qu'est-ce qui sera nécessaire à l'avenir? Donc, les conditions climatiques qui changent ont des effets sur le sol, que ce soit au niveau de la percolation, de l'infiltration de l'eau, de la quantité d'azote et de la disponibilité des nutriments dans le sol, donc la minéralisation. Alors, il faut tenir compte de certains éléments et surtout dans les coteaux, une modification de l'érosion peut se produire en raison des précipitations importantes. Donc les conditions climatiques sont en train d'évoluer. Nous sommes en plein changement climatique depuis les années 80. On le constate d'ailleurs dans le secteur viticole depuis de nombreuses années. Donc cela a des conséquences sur la végétation. Et cette évolution va se poursuivre. Il faut réfléchir à un horizon de 20-30 ans. Et là, la disponibilité de l'eau en sera affectée. Et maintenant, j'essaie de passer à la prochaine diapo. Cela marche. Quelques chiffres. Rapidement. Depuis 1885, la température moyenne à Geisenheim. En bleu, ça signifie que c'est plus froid que la valeur moyenne. En rouge, plus chaud que la température moyenne. Donc, nous pouvons voir ici que nous avons dépassé la température moyenne ces dernières années. Et cette tendance ne sera probablement pas inversée. Les températures du sol vont donc augmenter. 1,5-2 degrés. Donc ceci, ce serait pour les 10 premiers centimètres de terre, enfin du sol. Mais on peut également dire que jusqu'à 1 mètre en profondeur, le sol ou la température du sol sera plus élevée comparée à la situation actuelle. Donc c'est tout de même important pour le secteur viticole. La répartition des précipitations au fil des années, là, les modifications sont moindres. Nous avons toujours eu des variations importantes, depuis toujours. Nous sommes en Europe centrale, nous ne sommes pas en Sicile non plus. Et ici, si vous regardez, par exemple, le mois d'avril, au fil du temps, oui, des problèmes vont se poser. Bon, les températures sont plus élevées que la moyenne et il y a une sécheresse qui intervient plus tôt au printemps. Donc, si l'on comprend cela, il faut réfléchir à la gestion des sols, au traitement des sols, à l'écologisation. Et je pense que ces 20-30 dernières années, généralement, nous commençons à nous occuper du sol trop tard.
Il faudrait le faire plus tôt. Nous avons déjà, à ce moment-là, beaucoup d'eau a déjà été perdue. Alors, eau et azote. Ici, vous voyez la température et les précipitations. Vous voyez ici plusieurs cadrans à l'écran. En haut à gauche, froid et humide. En bas, froid et sec. En haut à droite, chaud et humide. En bas, chaud et sec. Donc, vous voyez ici l'évolution par rapport aux valeurs moyennes. Et le problème est en train de s'accroître, c'est ce que l'on constate ces 3 dernières années. Alors il y a un élément dont il faut tenir compte, l'évaporation potentielle. Donc il s'agit de l'évaporation potentielle, donc nous parlons ici du sol, la transpiration potentielle de la vigne ici. Ici, l'on combine les deux, on parle d'évapotranspiration potentielle. Donc il s'agit de la consommation d'eau par mètre carré ou par hectare. Et donc, il faut tenir compte ici de ces différents éléments. L'eau qui se perd au niveau du sol, l'eau qui se perd au niveau des plantes de la vigne ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que si la température du sol augmente, l'évaporation augmente également. Alors, comment influencer la disponibilité de l'eau? Alors, l'irrigation à droite, s'il n'y a pas d'autre possibilité d'intervention. Mais puis, il y a également l'entretien du sol, mesures d'écologisation, de travail du sol ou de recouvrement du sol pour limiter l'évaporation et la transpiration. Et puis à gauche, vous voyez les caractéristiques du sol qui peuvent être améliorées en améliorant l'infiltration, la capacité de rétention de l'eau, la capacité de stockage. Alors d'emblée, encore quelques points de détail. Dans le secteur viticole, le problème, c'est que la disponibilité de l'eau est très variable d'un point à l'autre. Vous voyez ici une carte de Geisenheim-Johannisberg. Alors, sur certains points, il n'y a pas de problème en termes de disponibilité de l'eau, de stockage de l'eau, donc des sites où plus ou moins d'eau est stockée. Donc, il faut toujours avoir un plan détaillé comme celui-là. Alors, ce que l'on peut faire, par exemple, améliorer le taux d'infiltration, cela peut varier, 8 mm par heure ou plus. Donc, ce taux varie très fortement. Et je n'arrive pas à faire avancer ma présentation. Ah, cela fonctionne. Un paillage peut être proposé. Cela permet de réduire l'évaporation et l'érosion dans les coteaux en plus. Alors, peut-être que quelqu'un pourrait faire avancer. Ah, cela fonctionne. Alors, voyons ici cette image. Après la récolte, nous voyons ici une ornière très visible. Là, le taux d'infiltration est très faible. Donc là, il faut éviter cela. Facile à dire, mais il faudrait procéder à un assouplissement du sol pour que l'eau puisse percoler. Donc voyons ici une mesure envisageable. Et là aussi, j'essaye d'avancer. Alors, il se peut que le sol soit compacté ou qu'il y ait des problèmes de boue. Et ici, vous voyez une possibilité, améliorer la fonction de stockage. Ce que l'on pourrait faire de la manière suivante, par exemple, plus de humus, mais pas comme ceci.
Il ne s'agit pas ici d'éliminer des matériaux, non. Il s'agit d'aménager une teneur en humus optimale et non pas maximale. Donc, il y a certaines choses tout de même à éviter. Et ici, vous voyez le problème du compactage du sol. Il ne faut surtout pas se retrouver dans cette situation, dans cette image ici à droite, le compactage du sol. Non. Sinon, il faudra réfléchir à un assainissement mécanique. Ensuite, autre possibilité, réduire l'évaporation. Prochaine diapo. Alors, procéder à un recouvrement du sol, comme vous le voyez à droite. Donc, un paillage, par exemple, ce qui permet de réduire l'évaporation, ou alors un travail du sol pour réduire l'évaporation. Pour ce qui est de l'écologisation, vous le voyez ici à gauche, mais ici, l'évaporation est très, très importante. Et si l'écologisation telle qu'ici est proposée, bon, cela risque tout de même de poser des problèmes. Beaucoup d'eau se perdra bien trop tôt. Alors, vous comprenez ici la problématique. Alors, écologisation. C'est vrai qu'à ce moment-là, la consommation d'eau est plus élevée. 150 litres d'eau pour la vigne. Alors, s'il y a une distance de 2 mètres entre chaque vigne, il faut compter 300 litres par mètre carré et donc tout de même une évaporation importante. Plus l'écologisation est importante, vous le voyez à droite, tout est vert. Là, vous arrivez à une perte de 450 litres par mètre carré en raison de l'écologisation. Alors, s'il s'agit d'économiser de l'eau, il faudra plutôt intervenir au niveau du traitement du sol plutôt que d'intervenir au niveau de la vigne. Alors, il n'y a pas une écologisation dans le secteur viticole, il y a toute une série de possibilités. Vous voyez ici quelques variantes. Vous voyez une ornière au centre. Vous voyez des cultures ici qui nécessitent beaucoup d'eau. Et vous voyez également des espaces où tout est ouvert, une écologisation en haut qui pose un peu problème en termes d'eau. Voici par exemple une culture écologique. Bon, cela représente des besoins en eau considérables. Et je vais passer maintenant à l'azote. L'objectif doit être d'arriver à un niveau d'azote assimilable par les levures et qui soit suffisant. Alors, ici, vous voyez ce qui est absorbé par la vigne au fil du cycle, donc le bourgeonnement, la floraison, la maturité, les vendanges. Donc vous voyez ici, et nous allons avancer encore d'une diapo. Si vous avez 1 hectare de vigne, elle peut absorber 75 kg d'azote et dans les raisons, 31 kg d'azote sont absorbés. Alors, une part importante d'azote, très très peu dans le vin finalement. Donc le problème ici n'est pas quantitatif, mais qualitatif. Nous avons besoin d'azote assimilable par les levures. Alors, pour ce qui est de cet azote assimilable, la quantité dépend vraiment de la quantité d'azote dépend de la quantité d'eau. Alors, voyons ce graphique-ci. Il s'agit des valeurs moyennes de ces dernières années provenant des engrais. En bleu, engrais sans azote. En
vert jusqu'à 60 kilos, en brun 150 kilos, ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Mais bon, ces chiffres remontent il y a longtemps. Donc ici, 60 kilos après la floraison en vert. Donc 150 milligrammes. Nous voyons que pour certaines années, ça ne fonctionne pas du tout. Regardons 2006. Là, on n'arrive pas à 150. Ici, en bleu, 2004, avec une quantité d'eau optimale. Alors, oui, cette quantité ici peut être atteinte, même sur une période de 20 ans sans engrais. Mais vous voyez que dans d'autres années, il faut une plus grande quantité pour arriver à ce chiffre. Alors, voici quelques éléments auxquels il faut prêter attention. 150 mg d'azote assimilable par les levures par litre, c'est ce à quoi il faudrait arriver pour que la fermentation puisse se faire. Alors, s'il y a une pénurie d'azote, s'il y a une teneur en humus faible, alors s'il y a pénurie hydrique, surtout en situation de sécheresse, surtout dans des sites chauds et secs. Bon, c'est un problème qui se pose plutôt en Méditerranée. Si les vendanges se produisent tardivement, on arrive en fait à une teneur faible. C'est problématique si la récolte est abondante, en fait, parce qu'il y a un effet de dilution. Donc, il y a peu de matériaux en réserve qui peuvent être mobilisés parce que tout simplement, c'est trop sec. Si les feuilles jaunissent, et puis si les feuilles tombent, s'il y a peu d'acides aminés, cela posera problème, tous ces éléments. Alors, comment arriver à une certaine quantité? Prenons une valeur de base de 70. J'espère que vous arriverez à bien lire ce graphique. Si vous avez une récolte très abondante, vous ajoutez 10 kilos ou vous évaluez la croissance. Si la croissance est faible, vous pouvez rajouter des engrais. Et puis la teneur en humus est très importante selon nous. Donc voici quelques chiffres. Quelle serait la teneur de humus optimale? Alors pour un sol moyen, 1,8 à 2,8, 3% de humus. Et à ce moment-là, pas besoin d'ajouter des engrais supplémentaires. Si le taux d'humus est plus élevé, donc il faut intervenir en fertilisant plus au moins. Pour ce qui est du travail du sol, là, si vous procédez à une écologisation, il faut davantage d'azote. Si vous utilisez des légumineuses, là, il y a une réduction considérable parce qu'il y a de l'azote qui se libère. En tout cas, maximum 80 kg d'azote par hectare. Bon, si c'est biologique, c'est un tout petit peu plus compliqué, donc là, il faudra voir le détail. Pour résumer, cela signifie que à long terme, moi je viens de citer quelques mesures à court terme, mais à long terme, il faudra décider s'il convient d'irriguer ou non. Puis beaucoup de questions sont liées à la technique également.
Donc il faut tenir compte des types, des espèces. Et ici, nous voyons un feuillage, une paroi de feuillage qui doit éventuellement être adaptée. Pour résumer, on peut améliorer à court terme la capacité de rétention d'eau du site. Si le printemps est sec, il faut déjà intervenir plus tôt, s'occuper du sol. Il faut limiter l'écoulement à la surface, améliorer l'infiltration, éviter le compactage du sol, veiller à ce que l'infiltration soit importante, l'évaporation faible. Pour ce qui est de l'azote, il faut planifier à long terme, pas d'une année à l'autre, mais à long terme. Et selon moi, il faut une teneur en humus optimale et pas maximale. Ça, c'est important. Voilà, j'ai dépassé de 5 minutes. J'espère que c'est tout de même OK. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante, Monsieur Lenertz. Et je m'adresse à mes collaborateurs. Est-ce que des questions ont été posées, Mareike? Oui, une question. Existe-t-il une statistique? Quelle est l'influence de la sécheresse accrue sur la qualité du vin? Il faut faire la distinction si l'on parle de vin blanc ou de vin rouge. Pour le vin blanc, le problème, c'est que s'il y a plus de sécheresse, l'on rencontre de plus en plus de problèmes avec la fermentation. Là, si la fermentation est plus lente, bon, ça peut encore présenter un avantage, mais s'il y a des perturbations au niveau de la fermentation, c'est un inconvénient. Donc, des problèmes peuvent se poser au niveau de la fermentation, moins d'arômes. Pour ce qui est des vins rouges, c'est beaucoup plus complexe en fait. Si vous regardez l'Europe du Sud, là, il y a encore moins d'eau. Les sites sont encore plus secs. Tout de même, il y a des vins rouges de qualité qui sont produits. Donc, il faut vraiment regarder dans le détail quel est le niveau de stress hydrique tolérable entre le vin blanc et le vin rouge. Malgré tout, je pense que si l'on regarde ces 20 dernières années, si cela évolue comme cela au niveau de l'eau, il faut vraiment réfléchir à l'adaptation du système, peut-être d'autres systèmes de feuillage également, surtout si l'évolution se poursuit dans cette direction. Bon, à l'heure actuelle, dans nos latitudes, le vin rouge est un gagnant du changement climatique, mais pour le vin blanc, cela va changer. Nous ne sommes plus parmi les gagnants parce que je pense qu'il ne sera pas nécessaire de produire un vin blanc amer dans nos contrées. En tout cas, existe-t-il une statistique claire sur cette question? C'est difficile. Toute une série de publications ces dernières années où des sites sont comparés et qui permettent de dégager certaines tendances. Merci. Prochaine question. J'ai une question. À propos de ce matériau qui comporte du sélénine, qu'en pensez-vous de l'apport de ce matériau? Alors, il faut comprendre que l'engrais, que si on utilise des engrais, on ne doit pas veiller à éliminer les engrais. Non. Si vous avez... en fait, ça dépend. Vous pouvez peut-être améliorer les caractéristiques physiques du sol. Vous luttez contre l'érosion, c'est un avantage. Je pense que ça peut être positif si vous disposez d'un tel matériau. Bon, il faudra voir quelle sera la valeur pH du sol, parce que ce matériau est généralement acide, mais si vous avez des matériaux alcalins, alors ça ne pose pas de problème. Fixation de l'azote.
Oui, c'est un peu théorique, oui, mais il ne faut pas surestimer les choses. Nous avons généralement trop d'azote dans les sols et puis cela peut être contrôlé facilement. Et il y a même des méthodes rapides qui peuvent être utilisées. Merci. Merci. D'autres questions? Marek? Non, c'est tout. Très bien, nous allons marquer la pause déjeuner. Bon appétit à tous. Et nous retrouvons à 13h15. Merci beaucoup à mes collaborateurs, aux techniciens, à la Fédération des associations vidéo. Je pense que tout, ou presque tout, a fonctionné, seulement quelques détails. En tout cas, j'espère que nous pourrons continuer sur cette lancée cet après-midi également. Merci. Ouf. How can agricultural innovation be taken to the next level? A highly efficient, reliable, and intelligent tool is the key. This is the DJI Agris T16. The Agris T16 was designed from the ground up. It features 6 rotors, an RTK dual redundancy system, and an avionic redundancy system. It has a payload of up to 16 liters, a spray rate of up to 4.8 liters per minute, and 8 sprinklers work perfectly with the downward airflow, resulting in an impressive spraying effect. It has a spray width of 6.5 meters, which can cover an area of 10 hectares per hour. The multi-aircraft control mode functions with the FPV camera as well as an HD video transmission system with a range of up to 3 kilometers, ensuring flight safety and boosting spraying efficiency. Thanks to the all-new modular design of the T16, both the spray tank and batteries are easily swappable, which significantly improves operational efficiency. Its core module has a rating of IP67, making it easy for maintenance. The foldable aircraft arms are convenient for storage and transportation. A new battery management system and a 2600-watt 4-channel intelligent battery charger increase charging cycles by 100%. When flying in complex farmland environments, the onboard DBF imaging radar empowers the aircraft to fly over varying terrain intelligently. When encountering an obstacle, the T16 detects the obstacle's orientation and the distance to it, automatically planning a flight path to circumvent the obstacle. Pilots can view the live video feed and adjusted route on their remote controller. After circumventing the obstacle, the T16 will automatically resume spraying. To target unevenly distributed fruit trees and varying heights, the T16 comes equipped with intelligent solutions. With the Phantom 4 RTK, users can perform centimeter-level scanning of the orchard. Then, DJI Terra conducts 3D mapping of the scanned area. With its AI technology, Terra can also generate 3D flight paths for more efficient planning. With the help of the RTK centimeter-level positioning system, the T16 is capable of flying precisely along flight paths while accurately adjusting its spray rate according to tree distribution, reducing the pesticide dosage. The DJI Agris T16 delivers more efficient, reliable, and intelligent solutions, pushing the boundaries of crop protection. It lifts agricultural efficiency to new heights, opening more possibilities for the future of agriculture.